Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode, un épisode inédit puisque c'est le premier de, je l'espère, une longue série d'un tout nouveau podcast consacré exclusivement, et on s'autorisera parfois quelques digressions, sur l'actualité de Notre-Dame, les Fighting Irish. C'est un podcast francophone tenu par Léo, français, alsacien, et Christian, canadien, québécois. Et moi-même, j'ai envie de dire Augustin, français et savoyard. Il y aura aussi, j'espère, Théo, belge, qui s'inclura dans ce projet. Nous avons décidé de créer ce podcast pour dédier, j'ai envie de dire, peut-être 1 heure par semaine durant la saison, une discussion entre fans francophones de cette université qui est Notre-Dame, que je pense être le seul podcast à cette heure-ci francophone sur la place. Ceci est notre ambition. Vous proposer tout du long de l'année des épisodes. Alors, durant l'off-season, comme c'est le cas aujourd'hui, peut-être un épisode tous les mois, tous les 1 mois et demi. C'est notre première ambition. Et durant la saison, un épisode par semaine. Je devine tous les lundis après les matchs pour parler de nos défaites face à des équipes de MAC ou nos victoires face à Clemson. Pour commencer, je vais vous présenter mes acolytes que vous connaissez bien si vous avez déjà écouté sur The Trick Play certains de nos épisodes avant que nous créions ce podcast, à commencer par Christian. Bonjour Christian, comment ça va? Oui, bonjour messieurs. Heureux de vous retrouver et chers auditeurs, je tiens à m'excuser pour cet accent peut-être québécois. Il est possible que lors de nos discussions, on s'emballe et parfois j'utilise des expressions de chez nous qui peuvent peut-être vous paraître déplacées. Alors, si ça arrive, je m'en excuse, mais sinon, mes amis, vous êtes habitués de me corriger, de me ramener, que ce soit pour les positions sur le terrain, où est-ce qu'on a beaucoup de plaisir à discuter. Ça fait quand même quelques années qu'on échange sur Notre-Dame et vous savez, on a vécu les hauts et les bas des dernières saisons, beaucoup d'émotions et je pense que c'est avec grand plaisir qu'on relève ce défi-là d'être avec vous autres tout au long de l'été pour couvrir un peu l'entre-saison de Notre-Dame, chose qu'on faisait peut-être un petit peu moins et surtout se réserver le droit de parler régulièrement durant la saison des blessures, des joueurs, des duels et surtout des victoires en devenir de cette belle saison des Fighting Irish de Notre-Dame qui nous attend. Alors donc, merci de nous écouter et merci d'être avec nous et ce sera un plaisir de partager ce moment avec vous, messieurs. Un plaisir que nous partagerons Christian avec Léo également. Salut Léo. Salut à tous, bonjour les gars, c'est un plaisir d'être avec vous pour le début de ce nouveau podcast. Je suis très excité à l'idée que nos conversations sur Twitter, de manière quand même assez régulière, deviennent un podcast et qu'on permette d'ouvrir à plus de monde la possibilité de suivre Notre-Dame. Et ça va pas être une mission simple, mais voilà, je pense qu'on est on est très motivé et on a plein de choses à dire, notamment au vu de la belle saison qu'on a quand même vécue l'année dernière, qui s'est malheureusement terminée par, je pense que vous le savez tous, une défaite en finale nationale face à Ohio State. Mais on a Notre-Dame va quand même beaucoup mieux depuis quelques années. Il y a les premiers podcasts effectivement qu'on avait fait étaient quand même moins glorieux que ceux qu'on a pu faire pour les playoffs l'année dernière. Et donc voilà, je pense que on est tous aussi ambitieux pour le futur de Notre-Dame. Donc j'espère que ce podcast sera une sorte de témoignage de ce qu'on va vivre pendant cette saison. Comme vous l'avez compris, la création de ce podcast est motivée par notre enthousiasme qui est né de la dernière saison. Je vous invite à vous reporter à nos derniers épisodes après le match face à Indiana, après l'Orange Bowl et le Sugar Bowl, voilà, une saison 2024 qui nous permet de, j'ai envie de dire, de se projeter dans un futur à court et moyen terme, je l'espère, glorieux. Et nous allons commencer en fait dès maintenant par une sorte de récap de la saison, de l'intersaison, depuis la dite finale nationale que nous avons perdue face à Ohio State sur le score de 34-23, parce que depuis cette date-là, depuis la fin janvier, il s'est passé, mine de rien, beaucoup de choses à Notre-Dame, comme à l'accoutumée. Des coachs qui partent, des joueurs qui arrivent, des équipes qui ne veulent plus nous affronter, des nouvelles rivalités. Enfin bref, nous allons repasser tout cela en revue, à commencer
par les changements, par le coaching carousel, parce que si notre coaching staff n'a pas vu beaucoup de changements, j'ai envie de dire, sur la quantité, nous avons eu quand même 2 départs de qualité, Christian. Préjudiciable. Effectivement, je pense que lui qu'on a vu moins venir, c'est le changement au niveau du directeur gérant, du GM, Bowden. On dirait, c'est Chad, je vais le prononcer comme il faut. Chad Bowden, si je ne me trompe pas, qui était comme le complice de Marcus Freeman, qui était impliqué dans le recrutement. Quelqu'un qui était dans l'ombre, mais est-ce que je le prononce comme il faut? Je suis juste être certain, il me semble que j'ai comme un petit blanc. Ouais, il me semble que c'est ça, qui est parti à USC, chez Exactement. le rival. Qui nous a Tout à fait, quittés pour Chad Bowen. USC. Chad Bowden, voilà. Un homme qui travaillait dans l'ombre, mais qui complétait Marcus Freeman de belle façon, très, très, très impliqué dans le recrutement, très présent. On entendait beaucoup d'échos positifs de la part des recrues ou des prospects envers ce joueur-là. Vous savez, le recrutement, c'est quelque chose qui est assez compliqué. On ne peut pas penser que seul le head coach peut s'occuper du recrutement de toute une équipe, c'est impossible. Et là, vous avez, oui, effectivement, des coachs de position, des coordonnateurs, mais vous savez qu'il y a un travail à faire pour entretenir ces relations-là. On parle de joueurs quand même qui sont au high school, qui peuvent être influencés par des amis, la famille, le NIL, de l'argent, la publicité, la petite copine. Et toutes ces influences-là, bien pour garder des relations avec ses prospects ou ses futurs joueurs qui pourraient se greffer à l'équipe, ça prend une mécanique derrière tout ça. Et Chad Bowden, depuis quelques années, avait amené Notre-Dame quand même à un certain niveau, accompagné de Marcus Freeman. C'était une belle équipe, c'était un beau tandem. Alors de le voir quitter, c'était surprenant, considérant que la saison dernière, si vous vous rappelez bien, il y avait eu quelques rumeurs comme ça et on l'avait confirmé, on lui avait donné une certaine promotion pour pouvoir le garder avec Notre-Dame. Un an plus tard, il quitte. Ce qui m'a le plus surpris, c'est ses déclarations lorsqu'il est arrivé à USC. Comme si on avait l'impression qu'il n'avait jamais travaillé avec un coaching staff aussi fort que celui de USC. Je comprends qu'il y a de la politique là-dessus, puis il y a de la publicité, mais j'ai trouvé que rapidement, il a renié un petit peu ses origines et d'oublier un petit peu je veux dire, le respect ou peut-être la gratitude d'avoir travaillé avec Marcus Freeman. On est rapidement tombé chez l'ennemi et à recruter également dans la cour des grands. Donc, ça a été, je pense, le plus grand changement peut-être de l'entre-saison. L'autre, il fallait s'y attendre. Un programme en santé, généralement, amène un lot de changements au niveau du coaching staff. Dites-vous que, surtout à ces niveaux-là, si vous avez des bons coordonnateurs et si vous avez des bons coachs, généralement, ils vont être recrutés par d'autres universités ou par la NFL pour venir coacher. Si personne ne les recrute, c'est qu'ils ne sont pas bons. C'est 1 et 1 égale 2. Alors, dans le cas présent, c'était prévisible qu'un McAuliffe, ça faisait quelques saisons qu'on en entendait parler, qu'il était sollicité par la NFL, le coach des running backs. D'ailleurs, avait accepté un poste d'assistant entraîneur-chef. Le but de toucher le côté business parce qu'on pensait qu'il espérait devenir head coach dans une autre université. Finalement, ça ne s'est pas développé ainsi. Quitte pour la NFL. Et le coordinateur défensif également qui nous a quittés. Du côté du coordinateur défensif, je vous dirais que je l'ai moins vu venir, celui-ci. Un retour pour la NFL, pour Al Golden avec les Bengals. Les Bengals, c'est-tu les Bengals de Cincinnati? Je veux juste pas me tromper. Ouais. Oui, il est retourné d'où il venait. Mais Golden avait quand même été plus impliqué dans le recrutement cette année que les autres saisons. Dans le cas de Golden, moi, personnellement, je l'avais moins vu venir, d'autant plus que parmi les recrues qu'il avait recrutés, il y avait Anthony Saka, qui était le fils d'un ancien coéquipier de Penn State avec qui il avait joué. Il avait joué le côté familial. Lorsque tu commences à recruter des joueurs proches des anciens coéquipiers, des anciens amis, c'est quelque part tu es impliqué dans l'équipe. Alors, de le voir quitter, ça a été une surprise. Là, je vous parle de ceux qui ont quitté. Je vous laisserai peut-être rajouter qui se rajoute. Tu vois, moi, j'ai pas été si surpris que ça. Parce qu'on savait que c'était un entraîneur qui n'aimait pas trop recruter, qui était élite en matière de coaching. Et on l'a bien vu la saison dernière, hein. Il a été le grand artisan, si ce n'est le plus important avec Marcus Freeman de cette magnifique saison 2024. Mais tous les étés, il était dans des rumeurs, voilà, de départ vers la NFL. Et en fait, il lui a suffi de faire une très très bonne année à Notre-Dame pour aller obtenir un poste de coordinateur défensif chez Bengals, équipe qu'il connaît bien. Et de ce côté-là, je suis un
je suis forcément déçu parce que on tenait là l'un des meilleurs coordinateurs défensifs du pays. Mais comme tu le dis, Christian, quand tu es recruté dans une autre équipe et a fortiori en NFL, ça veut dire que ton poste est très attractif, que d'autres coachs dans le pays se bousculent au portillon pour aller chercher ce poste-là. Et l'heureux élu, c'est Chris H. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Chris H? Moi, je sais que j'avais eu une première impression un peu mitigée. Je ne sais pas si c'est Oui. le cas pour toi, Léo. Euh, Ouais, bah, je suis un peu d'accord avec toi là-dessus. En fait, ouais, je trouve que Al Golden avait vraiment amené une philosophie et on avait vu en fait cette capacité que notre défense avait à la fois à mettre la pression au quarterback avec souvent du blitz, mais même à quatre hommes de ligne, avec derrière des linebackers et des cornerbacks qui arrivaient à très bien quadriller le terrain. Et en fait, moi, j'espérais une promotion éventuellement en interne avec peut-être coach Mickens, le coach des cornerbacks, qui justement est une des rooms avec le coach des running backs qui fonctionne très très bien à Notre-Dame depuis plusieurs saisons. On a eu Benjamin Morrison qui s'est révélé il y a 2 saisons maintenant. On l'a vu encore cette année, Leonard Moore est quand même ouais, un des gros freshmen qui a fait une grosse saison. Et donc, j'espérais une promotion en interne pour finalement garder cette philosophie à laquelle il adhérait et ça fonctionnait. Après, je pense que Marcus Freeman est aussi, on l'a vu pendant cette hors-saison, il y a aussi eu des rumeurs autour de lui et d'un potentiel départ. Donc, je pense que il est très au fait de ce qu'il fait et à mon avis, si Chris H a été recruté, c'est que il doit, d'un point de vue style matcher la philosophie, je pense, de Marcus Freeman et donc je pense que j'espère qu'on aura une défense toujours aussi efficace et puis finalement les pardon, je me suis embrouillé. J'espère qu'on aura une défense toujours aussi efficace l'année Ouais. prochaine et qui va réussir à s'intégrer et à fonctionner et à travailler avec les autres coachs afin qu'on continue à performer dans ce domaine-là. Oui, je pense qu'il faut rajouter pour Chris Ash, c'est le mot sous-estimé. Mais on avait un discours semblable pour Golden. Lorsqu'il est arrivé, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait un podcast, puis ce n'était pas l'unanimité aussi lorsqu'on discutait entre nous. Mais ce qui est frappant pour Chris Ash, vous savez, Golden, on lui avait quasiment monté. J'ai rarement vu au niveau du collège d'avoir un coordinateur défensif qui ne coach aucune position. Parce qu'initialement, il avait été embauché pour recruter les linebackers. Et finalement, Mike Zbaloff est arrivé et avait avait fait un excellent travail. Et on avait dit, mais écoute, Al, il n'y a pas de problème. Occupe-toi uniquement de coordonner les jeux. Tu n'as plus besoin nécessairement de venir coacher les joueurs. On l'avait retiré un petit peu de cet aspect-là pour laisser la place à Boloff. Et tu parlais de Mickens, on avait donné les safety et les cornerbacks à Mickens. La bonne nouvelle pour notre nouveau coordinateur Chris Ash, ben lui, c'est un spécialiste des safety. Fait qu'il peut venir aider. C'est un gars qui a déjà coaché les safety par le passé. Ce qu'il y a d'inquiétant, parce que rappelons-nous qu'il faisait partie du coaching staff d'Ohio State pour le championnat national de 2014. 2014-2015, si je ne me trompe pas, c'est 2015, si oui, je me il était co-coordinateur défensif. C'est ça. Et coach des safety par le fait même. Quitte en 2016 pour Rutgers pour être head coach. Catastrophe pendant 3 ans, ça ne va de nulle part. Et remercié de Rutgers par la suite. Devient analyste pour Texas pendant une saison, ce qui est régulier pour un ancien head coach, généralement d'aller se cacher dans un poste d'analyste en espérant surfaire quelques relations. Devient coordinateur défensif de Texas en 2020 ainsi que le coach des safety. Correct. Finalement, accompagne un certain Urban Meyer avec les Jaguars de Jacksonville en 2021. Vous voyez que hein, la notion d'arbre, un peu de coach qui se suit d'une famille à l'autre, c'est un dauphin quand même d'Urban Meyer. Il a suivi Urban Meyer avec les Jaguars de Jacksonville. Vous savez comment la carrière d'Urban Meyer s'est terminée aussi avec les Jaguars. Je crois qu'il est encore dans le pub en Ohio, ce qui s'est fait pincer avec une jolie demoiselle avant de perdre son emploi. On ne l'a jamais revu dans la NFL par la suite. Est allé coacher
coacher j'allais dire les defensive backs, c'est plus les cornerbacks ainsi que les safety avec les Raiders de Las Vegas 2022-2023. Retourne comme recruteur avec les Jaguars parce qu'il n'a pas nécessairement le succès souhaité. Fait que c'est un coach qui a eu des hauts, mais des bas aussi, là. Fait que là, est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? De là, le doute. Mais ce qu'on entend présentement, c'est la communication qui était peut-être difficile pour lui avec les joueurs. Et ce qu'on a entendu au printemps, c'est que ça se passait bien avec les joueurs. C'est vrai qu'il y a eu quelques rumeurs qui peuvent nous laisser un sentiment un petit peu mitigé, notamment avec comme tu dis, avec la communication sur les joueurs, parfois quelques problèmes relationnels, si je peux le dire comme ça. Mais ça vous aura pas échappé que son profil est très très similaire à celui d'Al Golden. Oui, D'abord, une carrière en college football. Al Golden était à Temple puis à Miami. Miami, ça se termine très mal, comme ça se termine très mal à Rutgers pour Chris H. Les deux vont refaire un petit peu, voilà, ils vont retrouver du galon en NFL. Ils font plusieurs coaching staff et après ils reviennent en college football. Marcus Freeman utilise la même méthode qu'avec Al Golden et de ce côté-là, c'est à la fois un signe de maturité parce que ça montre euh, qu'il suit son plan et qu'il a une idée sur la question et c'est pour cette raison qu'on peut être optimiste. Et sur le côté relationnel qui nous fait peur ici, peut-être le fait d'être adossé à un coach comme Marcus Freeman qui excelle euh, en ses capacités managériales, j'ai envie de dire, bah, ça peut être un mal pour un bien. Parce que Chris H, en arrivant à Notre-Dame, en tant que coordinateur défensif chez le finaliste national, après avoir été scout dans une équipe de NFL, c'est lui qui est sous pression, c'est lui qui a intérêt à changer. Il n'arrivera pas en diva, il fera pas ce qu'il voudra. Il y aura Marcus Freeman et l'institution Notre-Dame au-dessus. Il pourra pas faire ce qu'il veut. Et de ce côté-là, je pense que on peut espérer une issue positive pour Chris H, même si évidemment on est obligé, par objectivité, j'ai envie de dire, de se méfier de ces précédentes saillies. Dylan McCullough a été remplacé par Jadjuan Seider, coach des oui. running backs à Penn State. Et là, le moins qu'on puisse dire, bah, c'est un super mouvement, quoi. Wow. Honnêtement, je m'attendais pas à aller chercher un coach dans une université aussi réputée pour les running backs, surtout vu son pédigré. Léo, c'est inespéré. C'est complètement inespéré. On l'a vu et on l'a dit l'année dernière pendant notre podcast avant le match face à Penn State. C'était probablement le duo de running back le plus fort en college football l'année dernière. Et Penn State est quand même une institution pour les running backs. Pour rappel, Saquon Barkley est passé par Penn State à titre d'exemple. Donc, c'est quand même un grand monsieur qu'on est allé chercher. Et en plus, il va avoir de quoi faire. On est quand même dans une position où on a le luxe à Notre-Dame d'avoir presque trop de talent et trop de joueurs à ce poste-là. Pour rappel, on a Jeremiah Love qui reviendra à Notre-Dame l'année prochaine pour une dernière saison. Et avec la saison qu'il a fait, j'ai de grandes ambitions pour lui. Peut-être dans la conversation Heisman en fin de saison, s'il fait une grosse saison comme Ashton Gentil a pu le faire cette année. Euh, et puis on a aussi Jadarian Price et Aeneas Williams qui sont deux joueurs qu'on a énormément vus pendant les playoffs l'année dernière. Et en plus, il y a eu des rumeurs justement de potentiel départ. Donc il va avoir de la matière avec laquelle travailler et de la matière à développer. Et donc je pense que c'est vraiment un super move. Et puis, Et, ça se fait déjà sentir sur le recrutement, on en parlera tout à l'heure, mais il a déjà recruté deux running backs du top 10. Ouais, c'est parti sur les chapeaux de roue, Jadjuan Seider. Christian. oui, j'allais juste souligner, tu sais, Marcus Freeman, tu sais, nouveau head coach quand même il y a 3 ans, lorsqu'il est arrivé, a fait quelques erreurs. Rappelons-nous notre coach de wide receiver où ça a été flou un petit peu avant de le remercier. Vous savez qu'un bon head coach est capable de détecter le talent et de développer et de cibler des entraîneurs potentiels qui vont pouvoir réussir à percer où d'autres ne parviennent pas. Et ce que je veux vous dire ici, c'est lorsque notre ami McAuliffe a quitté,
pour les Raiders de Las Vegas. Parmi les noms évoqués, on avait parlé de Tony Alford, qui était l'entraîneur des running backs de Michigan, ancien d'Ohio State, très grande proximité également avec Notre-Dame, puisqu'il a déjà été entraîneur des running backs à Notre-Dame. C'était un des noms, puis c'était pas rien, là, c'est quand même un excellent recruteur, Tony Alford. Si vous regardez la liste des running backs qu'il avait recrutés jadis à Notre-Dame, c'était pas rien. Mais Sader, sa grande force, c'est qu'il est capable d'aller recruter des jeunes à l'extérieur des territoires connus, en plein SEC, en Floride, Dont la Floride. dont la Floride, la Virginie, la côte de la Caroline du Nord également, où il y a des bassins de talents et de joueurs. Et c'est la marque d'un excellent recruteur. Avoir cette capacité d'aller au Texas, d'aller chercher un joueur en plein cœur du Texas, où il y a 5 ou 6 universités de renom qui sont sur ce joueur, et de le sortir de là et de l'amener à Notre-Dame. C'est ça qu'on est allé chercher, et avec une grande tu veux capacité quelques exemples, Christian? Il a Oui. recruté Kyle Pitts du temps où il était à Florida. Pas mal, vu la carrière de Kyle Pitts en college football. Forcément, Nick Singleton et Kaytron Allen, et récemment Kemon Spell en 5 étoiles. On peut s'attendre, sous sa houlette, à avoir encore plus de talent ces prochaines années. Ben, moi, j'allais vous dire plus récemment, parce que l'exemple que je vous ai nommé, c'était rempli de sous-entendus, mais c'est Javion Osborne pour 2026, qui est un excellent running back ciblé par certaines charts, dont ESPN, un joueur qui est dans le top 100. Même chose pour Rivals aussi. De l'amener du Texas, c'est moins naturel aller chercher des joueurs au Texas et de les transférer à Notre-Dame. Ça prend un argument béton. Alors, de voir ce calibre de joueur-là, et non seulement il vient, mais plus tard, une semaine ou deux plus tard, Jonas Walton confirme également, lui, un autre joueur de la Georgie. Georgie, lorsqu'on pense Georgie, vous avez Georgia dans ce coin-là, vous avez Clemson, Georgia Tech, vous avez tous les programmes du SEC qui recrutent dans cet État, et d'aller chercher un joueur de la Georgie, de l'amener à Notre-Dame pour se battre avec un autre running back pour aller chercher des répétitions. Faut que le coach soit vendeur. C'est un pitch de vente incroyable qu'il a dû faire à ces deux joueurs-là. Alors, le tandem 2026 est déjà spectaculaire. Et Chad Bowden, on n'en a pas parlé, mais a été remplacé par Mike Martin, qui a plus de 20 ans d'expérience dans les départements scouting des équipes NFL. Là, il était scout chez les Lions depuis 4 ans, directeur of Scouting Advancement. Quand on voit le boulot fait par les Lions ces dernières années, on a certainement réussi à attraper un bon gars. Alors, c'est un profil qui diffère un petit peu de Chad Bowden, qui lui était plus du genre, qui était très bon d'ailleurs, hein, mais même si j'ai un peu en travers de la gorge, ses agissements récents, lui, c'est plus le mec qui va chercher à l'aéroport habillé en les prochaines, les recrues. Là, c'est plus un gars qui va faire de la data, qui va regarder beaucoup, beaucoup de films pour recruter les joueurs, mais c'est hyper intéressant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vous propose de passer au départ, parce que forcément, avec une telle saison, nous avons perdu quand même beaucoup de joueurs, même si c'est à relativiser quand on compare avec certains effectifs comme Ohio State, ou, Texas ou encore Oregon. Léo, on a perdu 6 ou 7 joueurs à la draft Ouais, on a sélectionnés. perdu. Tout à fait, on a pas mal de joueurs qui sont partis à la draft. Alors, qui me viennent en tête, on a parmi du côté défensif, Benjamin Morrison et Xavier Watts, qui sont partis après de fiers services rendus à Notre-Dame, Ouais. et 3 grosses saisons pour ces deux joueurs. Alors, On a on parle d'un Hall of Famer, hein, pour Xavier Watts, hein. Je le dis dès complet. maintenant, dans 10 ans, on se retrouve. Complet. Hmm. Et, il aurait même pour moi mérité, hein, de regagner le titre de défenseur de l'année pour la saison qu'il a faite cette année, même si en termes de chiffres, elle a été moins impactante que la première. Il a été monstrueux dans son rôle de capitaine en plus. On a aussi notre quarterback titulaire de la saison dernière qui est parti du côté d'Indianapolis, chez les Colts. On a aussi toujours du Jack côté des Kaiser. Jack Kaiser, tout à fait,
linebacker aussi légendaire de Notre-Dame. Pour rappel, c'est le joueur qui a joué le plus de matchs de l'histoire avec le maillot de Notre-Dame. Il a fait 6 saisons, il était arrivé à la base et il avait quand même pas un poste vraiment assuré pour les saisons, et il s'est battu et il s'est imposé comme un titulaire et un capitaine indiscutable. Euh, et puis ensuite, on a aussi perdu. Euh, alors j'ai plus la liste devant moi. Ben, écoute, je peux Euh, poursuivre. ouais, Allons-y que les receveurs. C'est sûr qu'on perd Beau Collins. C'était sa dernière année, le gradué Clemson qui nous quitte aussi. Ty N, ça va peut-être être une préoccupation pour cette année avec Mitchell Evans qui nous quitte, même si ça n'a pas été sa meilleure saison avec 43 passes captées, c'était quand même un élément sûr au poste de Ty N. Fait qu'on parle d'un joueur important. C'est sûr qu'il y a eu quelques transferts aussi, mais allons-y avec des Jaden Harrison de ce monde qui ont amené une certaine dimension et certains jeux clés en attaque aussi, qui sont parmi la liste des joueurs qu'on doit oublier pour la saison prochaine. Euh, Si je regarde, parce que notre force la saison dernière, ça a été la défense. Si on regarde en défense, bien, parmi les bonnes nouvelles, oui, on perd des Jordan Clark, c'était prévisible, c'était des prêts d'une saison lorsqu'il a transféré d'Arizona State, ou les Rod Hurd, third aussi, qui arrivait de Northwestern, on savait que c'était des prêts d'une saison. Mais dans l'ensemble, les grosses pertes, ben oui, on aura la discussion tantôt, c'est au poste de DT où ce qu'on perd deux gros ouais. joueurs, malgré qu'on les avait perdus parce qu'il y a eu des blessures durant la saison, puis on ne les avait plus pratiquement en finale, mais Riley Mills, qui ne sera plus là, ainsi que Howard Cross, c'est deux gros éléments qui vont revenir dans nos discussions lorsqu'on va parler de 2025 pour savoir qui va remplacer qui et avons-nous tout ce qu'il faut pour livrer le même niveau de football pour 2025. Quel est rapidement le départ le plus préjudiciable pour vous? Peut-être hormis allez, Xavier Watts. Ben, moi, je vous dirais, c'est sûr que si on regarde 2025, C'est un joueur de ligne défensive. j'ai l'impression qu'effectivement, je ne veux pas être plate, mais effectivement, ligne défensive, on n'a pas le choix de penser que Riley Mills est le joueur qui nous fait le plus mal. Qui est Mais parti aux Seahawks, je le rappelle, avec le ouais, 142e choix. mais je ajoute à ça, même si on a confiance en CJ Carr, Riley Ouais, Leonard a transporté cette équipe sur ses épaules la deuxième moitié de la saison. c'est vrai, Euh, c'est vrai. et c'est ce type de football, je crois en CJ Carr, on pourra en parler un petit peu plus tard, mais le style de football que ce leader nous a amené, on ne l'a plus, là. C'est un élément. La bonne nouvelle, c'est que probablement que nos running backs vont porter le ballon plus souvent et ils vont aller chercher des yards additionnels. Mais si vous regardez sa performance, c'est 17 touchdowns, 906 yards l'année dernière, puis des gros jeux, là. Lorsque vous regardez Ah les bah, highlights, Georgia, je vous le dis, hein, je m'en rappellerai toute ma vie, hein. La course où il va chercher en faisant un front flip, je Le m'en rappellerai toute hurdle, ma ouais, vie. sur le gars. Ouais. Et puis mais même face à Ohio State, on a vu sur la première mi-temps et sur le premier drive, on a vu Jeremiah Love était aussi un peu blessé pendant les playoffs, et son impact était réduit. Et Riley Leonard a su step up le premier drive face à Ohio State, dure quasiment 10 minutes en début de match, sur lequel il fait 9 courses avant d'inscrire le touchdown, le premier touchdown du match. C'est à l'image de Riley Leonard et de l'impact qu'il avait sur l'équipe. absolument. Et même si vous désirez voir un film d'horreur, je vous invite à regarder des fois les highlights de la première moitié de saison de Riley Leonard. Je dirais jusqu'à Purdue. Le duel contre Purdue, c'est catastrophique. Et je ne blâme pas Riley Leonard. C'est cette pauvre ligne offensive qui ne faisait pas le travail. Mais même Leonard n'était pas un quarterback pour rester Ah, dans la pochette protectrice et trouver ses receveurs. C'est d'une tristesse à voir comment c'était mauvais. C'était franchement mauvais ce ah, début de saison-là. c'est drôle que tu penses à Purdue parce que moi là tout de suite je pense à Northern Illinois et la passe Ah oui. en troisième et deux de 40 yards interceptée alors qu'il reste 5 Ah, minutes à jouer. même Texas A&M, si vous enlevez les courses au sol, c'est triste. Là, il ne trouve personne. Tu sais, on voit tu sais, que ça a été long. Heureusement, Dan Brock a réussi à construire une attaque autour de lui. L'évolution et la progression de cette équipe à l'attaque s'est construite autour de Riley Leonard. Mais avant d'ajuster tous les éléments autour de Riley, ça a été long. Là. Ça a été pénible. Et comme je le dis, on a souffert. Northern Illinois, je ne l'ai pas nommé, mais regardez, même les matchs qu'on gagnait, c'était difficile.
Nous avons donc 17 départs pour la NFL. Nous avons aussi forcément, c'est le college football en 2025, 15 départs vers le portail des transferts. Alors je vous propose peut-être qu'on en aborde que quelques-uns parce qu'il y en a évidemment qui sont anecdotiques, même si je respecte beaucoup leur carrière à Notre-Dame, des joueurs qui n'avaient pas eu d'impact. Le plus important, c'est Steve Angeli, notre quarterback numéro 2 qui se battait cette saison pour prendre le poste de titulaire, pour prendre la relève de Riley Leonard, qui C'est une rejoint bonne nouvelle. Syracuse. C'est une C'est très une bonne bonne nouvelle. nouvelle parce que c'était notre quarterback numéro 3. Alors, si dans notre tête à nous, notre plus grande perte, c'est notre quarterback numéro 3, c'est qu'on ça va bien. Ça va bien. Puis là, je me joins à ça parce que ce qui me frappe de Notre-Dame cette année, puis je vous invite peut-être parmi les auditeurs présentement, je sais que vous avez l'image typique des équipes qui se construisent avec le portail des transferts. Mais la grande force de Notre-Dame, c'est la rétention de personnel. Et c'est là que ça se gagne présentement. Pourquoi Georgia, année après année, a des classes de recrutement exceptionnelles et quand même se replace, mais ont de la difficulté quand même à garder le rythme? Ben, c'est la perte de ces joueurs-là. C'est beau avoir beaucoup de 5 étoiles, mais si tu les gardes une saison puis ils te quittent pour aller jouer à NIL ailleurs pour des millions de dollars, tu ne les as plus. Et là, j'en viens à Angeli, mais je vais te laisser continuer, Augustin. Mais Angeli n'est pas une grande perte. Puis si vous avez regardé le Blue Gold Game, Angeli, c'est monsieur passe de 10 yards à l'intérieur. Dès qu'on sort de ce principe-là, je lui enlève rien. Penn State, merci, c'était ton moment de gloire. Le retour, sa séquence sur Penn State, je lui donne. Mais Angeli ne nous manquera pas, là, mes amis. D'ailleurs, Mm. si vous ennuyez d'Angeli, on va le revoir quand Syracuse va venir jouer à Notre-Dame. On pourra le regarder là. Ça commence à être récurrent que Notre-Dame affronte ses anciens quarterbacks. Il y avait eu Phil Jurkovec avec Boston College et Pitt. Bon, après, je pense que tu nous as vu, Christian, avec Léo faire des petites moues. On est peut-être un peu plus, on aime peut-être un petit peu plus Steve Angeli. Enfin, je te trouve un peu difficile, tu vois. C'est pas le troisième quarterback de l'équipe. Enfin, il y avait la compétition avec Kenny Minchey, mais il arrive en tant que titulaire et je le pense vraiment avant le Blue and Gold Game. Alors, ça n'a pas été le choix de Marcus Freeman parce que je suppose qu'il voit plus loin que aussi la prochaine saison. Mais c'était pas non plus évident qu'il transfère, hein. Il était totalement dans la discussion pour avoir ce poste de titulaire. Ouais, Léo. Mais vous y avez Moi, cru, j'avais envie de parler d'un des départs. On a mentionné l'évolution de la ligne offensive aussi au cours de la saison, notamment avec les blessures qu'on a subies, qui ont forcé un petit peu les coachs à se renouveler en termes de joueurs et à aller piocher un petit peu dans l'effectif. Et je pense notamment à Pat Coogan, qui était quand même l'incarnation. On l'a souvent vu avec des vidéos avant match. Four quarters of fucking football, pardonnez-moi l'expression, mais c'était quand même des joueurs avec aussi Rocco Spindler où on sentait qu'ils avaient lancé, enfin, ils s'étaient vraiment créé une sorte de brotherhood, de fraternité et donc j'espère que même si on retrouve finalement nos joueurs qui étaient blessés l'année dernière euh, pour la saison prochaine, qu'on va réussir à garder cette mentalité et que notre offensive line avait parce que pour le coup, avec CJK, on risque quand même d'avoir d'être un peu plus dans un jeu dans la poche et donc on va avoir besoin, c'est aussi un quarterback freshman, donc il va falloir en début de saison le mettre en confiance et que lui soit en confiance et pour ça, et d'avoir une offensive line solide, ça va être un des gros enjeux. ce sont des joueurs qui se sont fait dire ben merci beaucoup, mais si vous revenez, vous ne serez pas titulaire. Fait que Puis ces joueurs-là, là, merci pour le travail. Puis savez-vous quoi? Ils seront titulaires dans leurs équipes respectives. C'est des joueurs de ligne offensive qui peuvent être titulaires n'importe où dans le football de collège, mais le talent qu'il y a présentement sur la ligne offensive. C'est ça. C'est ça. Il y a eu un petit mouvement de panique quand même lorsque Coogan qui est parti à Indiana, Spindler à Nebraska et le dernier Pendleton à Tennessee sont partis. On se disait que cette ligne offensive ou que l'équipe se délitait. Mais en fait, quand on suit Notre-Dame de près, on sait très bien que c'était pas du tout un délitement, c'était même l'inverse. C'est que derrière, tu as des Gerby Lambert, Charles Jagusa, Ashton Craig, Billy Strauss, tu as tous ces types
qui sont meilleurs et qui peuvent former in fine une meilleure ligne offensive et à qui on a promis en fait ces places de titulaires qui ont causé ces départs. Euh, Et ce Encore que une tu dis, fois, Augustin, est vrai. Et ce qui a changé avec Marcus Freeman, que Brian Kelly ne faisait pas, c'est qu'il laisse la place aux jeunes joueurs. Si j'ai les 5 meilleurs joueurs sur le terrain, je me fous complètement de l'âge qu'ils ont. Ça fait combien d'années qu'ils jouent? Je veux les 5 meilleurs sur ma ligne. Et ça n'existait pas avec Brian Kelly. Il y avait une protection des vétérans qui devaient jouer. On pouvait laisser les meilleurs, les plus jeunes derrière. Alors voilà on a mis le doigt. Il y a du talent derrière qui pousse. Et on n'a même pas parlé du freshman qui va s'en venir cette année aussi, qui a été, je pense qu'il est classé le 3e meilleur au niveau de la ligne offensive. Je ne crois pas, il n'était pas au camp de printemps. Je cherche son nom, attendez une petite seconde parmi tu parles de Will Black? Will Black. Will Tu sais, Black qui est un 5 étoiles. et on est et au stade où, si on regarde la ligne offensive, ce ne serait pas surprenant d'avoir 4 tackles sur 5 sur la ligne offensive cette année. On va garder juste Schwab probablement comme vrai garde de carrière, mais les autres, ce sont tous des tackles qui sont convertis, dont Jagassa qui pourrait jouer à l'intérieur cette année, qui est un tackle pur. Ça vous démontre la profondeur qu'il y a dans cette équipe-là. Ce sont tous des joueurs qui ont été classés pratiquement 5 étoiles ou dans le top 100 dans le recrutement. Alors, c'est une ligne très athlétique, très forte, mais qui est en développement. Oui, ça nécessitera certainement quelques matchs pour se roder. Est-ce que vous voyez d'autres départs qui peuvent nous être préjudiciables? En réalité, bah, pas tant. En fait, non, il n'y en a pas. On perd pas une Non, star, on perd pas un joueur majeur, on perd pas un titulaire. non, c'était des joueurs généralement de position ou de rotation qu'on appelle, qui venaient compléter un peu. Ce qui peut jouer contre Notre-Dame, évidemment, c'est la saison longue. Euh, la saison longue qui peut amener son lot de blessures et cette profondeur-là nous a beaucoup aidé l'année dernière. Et d'ailleurs, n'oublions pas une chose, cette saison 2024 de Notre-Dame, c'est ce nouveau collège playoff qu'on appelle, change complètement la dynamique en termes de développement des joueurs. On a parlé tantôt que le NAL amène des joueurs à bouger et à changer d'équipe, mais les 4 semaines supplémentaires de pratique que Notre-Dame a eues pour se rendre au championnat national. Parce que rappelons-nous que le championnat national, habituellement, se terminait peut-être à la 2e semaine de janvier, c'était terminé. Mais toutes ces semaines de pratique où ce que vous avez eu, c'est ces répétitions, ces freshmen ou même ces sophomores qui ont vu du terrain, qui ont eu des répétitions, puisqu'il y avait beaucoup de blessures chez Notre-Dame, cette expérience-là acquise dans des moments clés contre des équipes comme Penn State, Georgia, Ohio State, ça a beaucoup de valeur pour la saison 2025. On peut comparer certaines équipes qui, après 12 matchs, la saison était terminée, les pratiques étaient terminées. Là, on est rentré au vestiaire et c'était. Alors, dites-vous que ces pratiques-là, ces répétitions-là, c'est des éléments clés pour le développement de ces joueurs. Ouais, complètement. Et puis, vu que ça faisait aussi très longtemps qu'à Notre-Dame, on n'était pas arrivé et on n'avait pas performé à ce niveau-là, je pense que le fait que toute l'équipe et que tous les joueurs aient pu profiter de ces atmosphères-là, ce niveau d'entraînement, ça a forcément élevé la compétitivité de chacun. Et je pense que on a vu aussi CJ Carr, justement, qui était là, qui est arrivé le plus tôt possible dès qu'il a fini son lycée à Notre-Dame pour pouvoir suivre l'équipe. Il me semble qu'il est arrivé début décembre à Notre-Dame. Mais c'était l'an Oui, dernier. c'est l'an Ah dernier. oui, non, c'était l'année d'avant, oui, Mais oui, c'est c'est vrai, pareil, pardon. oui, c'est la même idée, c'est la même idée. C'est la même idée où en fait ils emmagasinent un maximum d'expérience et pour ça, ouais, ça va forcément, je pense, avoir un impact si on a l'opportunité de retourner en playoff cette saison. Et Oui, puis, c'est aussi très utile pour les true freshmen qui sont arrivés en janvier ou en décembre, comme Madden Ferraimo, qui forcément, il fallait avoir un petit peu de viande pour mettre des oppositions aux entraînements. Ces types-là, qui sont des true freshmen, ont fait les voyages, comme tu dis, ils ont expérimenté toute cette ambiance, tout ce qui se passe autour de ces grands événements. Et ça, c'est de l'expérience inestimable qui peut justement nous promettre en fait encore une fois une année de plus, une classe de freshmen, de freshmen qui aura son mot à dire et qui pourra, à l'instar de joueurs comme Leonard Moore ou encore Benjamin Morrison l'année il y a 2 ans, pousser certains vétérans les botter sur la touche.
Je vous propose de passer, et là je pense qu'on peut s'arrêter un petit peu plus longtemps dessus, sur les joueurs qui sont arrivés chez nous en provenance du portail des transferts. Je vais vous donner un premier nom et on va en parler. C'est le nickel Devonta Smith qui arrive en provenance d'Alabama et qui, pour la troisième année consécutive, en fait, Marcus Freeman a décidé de, d'aller chercher un nickelback sur le portail des transferts après Jordan Clark et il y a 2 ans Thomas Harper qui était à Oklahoma State. Là aussi, ça semble être une grosse, grosse prise. Oui. Puis j'espère que c'est la dernière saison. J'ai rien contre les transferts, mais il y a tellement de profondeur chez les safety et les cornerbacks, que ce soit les Dallas Golden de ce monde, que j'ai l'impression que c'est la dernière saison qu'on assiste à ce phénomène-là d'aller recruter un nickelback pour être titulaire à Notre-Dame. Euh, c'est un joueur qui performait bien, là, Davante Smith, et je pense qu'il amène c'est de la stabilité et surtout de l'expérience. On parle d'un joueur de 5e saison quand même. Euh, c'est un gars de l'Ohio. Hein. Des fois, on pense, qu'est-ce qu'un joueur de l'Alabama vient faire dans le Nord? Souvent, ces joueurs-là vont passer leur carrière dans le Sud et c'est un retour un petit peu plus pour jouer devant la famille et se rapprocher. Euh, Fait que je vous dirais que c'est une bonne acquisition quand même. Est-ce que c'est la plus importante? Je pense que la plus importante demeure plus au poste de wide receiver, le remplacement de Beau Collins, qui est Malachi Fields. C'est probablement le joueur clé de cette période des transferts-là, à mon sens, à moi, là, qui devrait amener le plus d'impact. Et je pense qu'on n'a pas eu un receveur de ce niveau à Notre-Dame depuis quelques saisons. Il arrive de Virginia, hein. Oui, exactement. Et il est grand, il est physique. Et cette position-là que Collins, quand même, nous a amené cette force, mais Notre-Dame n'a jamais eu ce wide receiver-là, là, ce qu'on appelle le boundary collé sur la ligne du côté court du terrain pour quelqu'un qui est grand, qui est costaud, qui se crée de l'espace par son physique. Un Chase Claypool. Oui, exactement. On n'a pas eu ce genre de joueur-là depuis plusieurs saisons à Notre-Dame. Alors, c'est une bonne nouvelle et c'est rassurant pour un CJ Carr. Je dis Carr, même si la bataille n'est pas complétée, on va en parler plus tard, mais c'est rassurant d'avoir ce genre de joueur-là parce que les receveurs, on va se le dire quand même, on a perdu quelques éléments. C'est mince. Le recrutement n'a pas été nécessairement très efficace dans les dernières saisons. On a besoin de joueurs élites et c'est là qu'on est le plus en danger si jamais il y a des blessures. Le jeu de Notre-Dame depuis plusieurs saisons tourne quand même autour des running backs et de porter le ballon. Et je suis d'accord que c'est pour moi tout l'enjeu à l'heure actuelle de, du coaching staff de réussir à développer des wide receivers afin de créer cette double menace et qui va aussi nous offrir plus d'espace pour nos running backs. Là, on a quand même vu, je pense, un des éléments rassurants sur ce point-là, c'est Jaden Greathouse qui a fait une, un run en playoff monstrueux, à la fois face à Penn State où il nous a sorti très grosses actions et puis même face à Ohio State où il nous marque 2 touchdowns. Un où il capte une balle et il court sur 30-40 yards en évitant les défenseurs et une très belle réception à une main avec un flag en fin de match qui nous a malheureusement donné de l'espoir à tort. Mais pour moi, Jaden Greathouse va avoir un rôle majeur et va être la target numéro 1 et il va falloir que le coaching staff réussisse à mettre d'autres joueurs autour de lui. On a parlé de Mitchell Evans qui s'en va. Il va falloir aussi que les tight ends, je pense, retrouvent une place un peu plus importante. Et dans la saison, on a vu Eli Raridon par moment en playoff C'est être pas quand assez. même, Ouais. mais pas assez pour ce qu'on attend. Et donc, il va falloir réussir à un petit peu développer ce jeu aérien pour vraiment être contender. Et c'était quand même la grosse force d'Ohio State aussi l'année dernière. On l'a vu, cette capacité de faire des gros jeux avec Jeremiah Smith. Donc, voilà, c'est le point de développement que je vais Oui. suivre tout particulièrement à Notre-Dame cette saison. Et j'ai envie de te Oui. dire que si Mike Denbrock est à Notre-Dame, ce n'est pas pour courir, faire du 60-40 à la course, c'est pour évidemment développer le jeu à la passe. Et là, franchement, parce que on parle de Malachi Fields qui arrive de Virginia et qui est classé par 247 Sports en tant que 11e meilleur receveur de cette QV. Il y a aussi Will Pauling, le slot Oui. de Wisconsin qui arrive. Chez les tight ends, bon là c'est moins profil à la réception, mais c'est plus un bloqueur. C'est Ty Washington qui nous vient d'Arkansas.
le genre de profil et de joueur dont on n'avait pas trop l'habitude de voir à Notre-Dame, pas encore diplômé, pas encore gradué, comme dirait Christian. Euh, un joueur qui vient d'une fac qui est pas très bonne. Ça montre aussi que le service des admissions à Notre-Dame, je sais pas comment on appelle ça, Oui. le bureau des admissions, nous c'est comme ça, enfin c'est ça le bureau des admissions, est un petit peu plus laxiste, flexible qu'à une époque. Et tu vois, enfin, vous voyez, on met ces trois joueurs, on les ajoute au Jaden Greathouse, on a Mika Gilbert, Jordan Faison, j'en oublie encore certainement, Eli Raridon, Ah, et K.K. Smith aussi. K.K. Smith, Et surtout le jeune qu'on attend depuis Cam Williams. Cam Williams qu'on attend, mais malgré je regardais le match Blue Gold, puis Blue Gold Game ce printemps, il m'a encore déçu. Là. C'est pas un produit fini, il y a encore du développement à faire de ce côté. Il est bourré de talent, le jeune, très athlétique. Mais mon Dieu, des fois, les ballons arrivent dans les mains, puis j'ai l'impression que je sais pas s'il y a du ciment dans ses mains, mais il y a de la misère à attraper des ballons qui sont faciles à l'occasion. On parlait du tie-in tantôt. C'est un enjeu de tie-in. Je ne serais pas surpris dans la prochaine fenêtre des transferts ce On allait en printemps chercher un autre. qu'on aille en chercher un autre. Parce que là, on parle de Eli Reardon et Kevin Bowman qui serait le numéro 2. On a Cooper Flanagan, mais qui a été blessé. Je ne sais pas s'il est Blessé 100% gravement. prêt pour la saison. Non. Même si dans la Blue Gold Game, on a vu des jeux clés quand même, Reardon a capté 16 passes dans toute sa carrière. C'est minime pour confier les clés d'une offensive à un joueur qui a si peu joué. Il a le talent, mais il y a des historiques de blessures un peu. Kevin Bowman, c'est la même chose. Fait qu'on se doit d'être très prudent avec cette position-là. Pour compléter peut-être les transferts, tu disais, il ne faut pas oublier en défense aussi Jalen Stroman, qu'on est allé Le chercher safety de comme Virginia safety. Tech, ouais. Oui, qui devrait être un complément à Adam Schuler, parce que ce que je retiens présentement, Luke Talic a tellement connu un bon camp ce printemps. Lui et Ty Johnson vont probablement se battre Ouais. pour le Et poste de ça, c'est free une safety. très bonne nouvelle, Christian. On aura le temps d'en reparler, mais que Tate Johnson ait fait un Oui, très très bon camp de printemps. J'avais un petit peu des doutes, enfin, comme vous deux, je devine, sur qui allait remplacer Xavier Watts et qui on allait placer à côté d'Adam Schuler. Bah, quand je vois là qu'on a Devonta Smith, Tate Johnson, Luke Talish et Jalen Stroman, bah voilà, je suis beaucoup plus serein. et surtout que cette position-là du free safety, c'est généralement la position qui va réaliser le plus d'interceptions. Ce ne sera pas Schuler qui va attraper les ballons que Watts attrapait les autres saisons. Ça va être le free safety qui est un petit peu partout, des ballons qui rebondissent à gauche et à droite, et soudainement on a besoin de quelqu'un de très, très rapide. Alors de voir Ty Johnson, puis je reprends ce que tu disais, Augustin, tantôt, ces fameuses répétitions de freshmen qui ont joué durant la saison. On a trouvé des trous pour mettre Johnson comme cornerback la saison dernière, en fin de saison, pour qu'ils connaissent un peu le jeu sur le terrain. On l'a ramené comme safety. Rappelons-nous, c'est un ancien quarterback au high school. C'est même c'est un bonhomme qui joue au basketball également, très polyvalent, très athlétique. Alors de le revoir revenir comme safety, rempli de potentiel, un bonhomme de l'Indiana aussi. Fait qu'il y a ça d'intéressant. Puis le dernier transfert qu'on n'a pas nommé, c'est Jared Dawson, qui devrait être le substitut de Gabriel Rubio comme DT, defensive tackle. Certains le voient titulaire, mais si on regarde le nombre de répétitions que ce joueur-là est habitué de prendre dans une saison régulière, n'a jamais été un réel numéro un. A toujours été très, très performant lorsqu'il prend moins de répétitions. Il est très efficace pour réussir des jeux clés, mais vous savez, il y a une notion de productivité lorsque tu joues trop de répétitions. Des fois, il y a une certaine fatigue qui embarque et c'est là Ah, qu'on on performe un l'a petit peu vu moins. avec on l'a vu avec Howard Cross et Riley Mills, hein, Oui, qui ont été blessés toute la saison à moitié, et Riley Mills qui finit sa saison avec une blessure au genou. Là où je suis plutôt content, heureux de voir cette classe de recrutement sur le portail des transferts, mais ça reste, à mon goût, trop peu chez les joueurs de ligne défensive. On ben, perd la deux joueurs surprise, importants, Jared Dawson et Elijah Hughes de USC, qui doit être un troisième couteau, enfin un second couteau, et encore le mhm, second couteau des seconds couteaux, c'est pas suffisant. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est à une ou deux blessures, que ça soit la catastrophe. Surtout qu'on manque beaucoup, on manque quand même de physique sur cette ligne défensive. Alors j'ai aucun souci l'an prochain avec les joueurs sur les côtés, les edge, avec les Boubacar Traoré, mhm. Josh Burnham, euh, Jordan aussi, Botelho. mince, Bryce Young, Jordan Botelho. Alors là, on va avoir un super pass rush. Mais à l'intérieur, est-ce qu'on arrivera à avoir un joueur plus grand que le petit frère Inish, que Donovan Inish? Oui. Moi, ça me fait un peu peur.
Ben, il a un nom, il s'appelle Jason O'Neill, ce joueur-là. Contre toute attente, on pensait qu'il serait dans la liste des joueurs qui allaient quitter Notre-Dame. C'était flou la saison dernière, comment ça s'est passé pour Jason O'Neill. Soudainement présent, devait jouer, disparaît de l'alignement. On ne sait pas si c'est sa décision, ne semblait pas avoir toute sa tête au football. C'était très. On ne connaît pas la nature, ce que c'était au niveau académique, ce que c'était des problèmes mentaux. Je ne veux pas nécessairement aller trop loin dans ce sujet-là, mais clairement, il y a quelque chose en plein milieu de l'année qu'il est disparu de la carte, disparu de l'équipe, et il est revenu en pleine forme au camp de printemps. On aurait pensé qu'il aurait pu transférer. Même, je pense, nous étions tous convaincus qu'il allait transférer. Pas moi uniquement, probablement Marcus Freeman aussi. Ça a été une surprise de le voir là. Et d'un gros bonhomme, Jason O'Neill, 6 pieds 5, 308 livres, un joueur de 5e année. Il est plus costaud que moi. Oui, c'est Non, c'est une rassurant blague, de c'est le une blague. voir. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Armel Markham, le Québécois, qui a connu un excellent camp de printemps aussi, qui amène une certaine profondeur. Il y a beaucoup de si dans ce que je vous dis, mais rappelons-nous qu'on a dû compenser la perte d'Howard Cross et de Riley Mills lors de plusieurs matchs durant la saison passée. Et c'est ces joueurs-là qui les ont remplacés. Et c'est ces joueurs-là qui ont battu Georgia et qui ont battu Penn State. Et, alors donc, ils ont fait le travail contre les grandes équipes. Bien Alors, sûr. est-ce qu'on peut faire un bout de chemin? On l'espère, mais Notre-Dame, je termine avec ça, on est dû pour recruter un DT d'élite. Ça fait très, très, très longtemps que Notre-Dame a réussi cet exploit. Vous, sur le portail des transferts, je pense qu'on a tout dit. J'espère quand même qu'on aura, comme vous le dites, un peu de renfort là d'ici quelques semaines. Enfin, d'ici cet été plutôt. Euh, je pense parce que c'est une équipe qui a le potentiel encore pour aller loin. Alors évidemment, il y a cet inconnu au poste de quarterback, mais l'effectif est vraiment complet. Et ça serait dommage que, comme l'an dernier, on ait toutes ces semaines et un petit peu en fait ce discours pour se dédouaner, pour moins souffrir, de se dire Jeremiah Love, il est pas à fond, Riley Mills n'est pas là, Howard Cross joue sur une cheville, il nous manque Benjamin Morrison, qu'on n'ait pas ces regrets après les blessures et peut-être un manque de profondeur, surtout avec ces saisons super longues, des saisons de 15-16 matchs, c'est impératif d'avoir de la profondeur. Et je pense que Marcus Freeman le sait. Bah, d'ailleurs, si moi je le sais, je pense que c'est le premier à le savoir. Et j'espère vraiment qu'il ira chercher ces 10 joueurs. On peut parler rapidement du Blue and Gold Game. Oui. On en a un petit peu parlé, à vrai dire, pendant la présentation des arrivées sur le portail, depuis le portail des transferts. C'est pas un match qui a été très marquant déjà parce qu'il manquait beaucoup de joueurs, il y avait beaucoup de blessés, donc notamment sur la ligne offensive, il manquait plein de types. Euh, c'est un match attaque contre défense, enfin c'était un petit peu la C'était un format cacophonie. un peu particulier, ouais. On a vu des choses intéressantes, je trouve, notamment offensivement, où on a quand même réussi. Alors, justement, c'est peut-être plus l'attaque qui a montré des choses que la défense au vu du score, mais on a quand même vu des choses à la fois rassurantes, mais je suis pas sûr que on ait vraiment autant de conclusions qu'on puisse en faire sur les années précédentes. Je sais pas je crois que Christian, t'avais bien plus regardé et analysé le Oui. match, Ben, premièrement, il y avait une bataille. Hein. Il la faut, bataille des faut en parler. quarterbacks. La bataille des quarterbacks. Et quoi de pire pour évaluer des quarterbacks que de leur donner aucune ligne offensive pour pouvoir performer. Alors, c'est un petit peu ce qu'on a vécu comme scénario. Alors, traditionnellement, c'est beaucoup plus difficile de mettre en place une attaque au camp de printemps qu'une défense. Mais imaginez quand votre O-line est hypothéquée. Je pense qu'il y avait 3 ou 4 blessures sur les titulaires de la ligne offensive. Euh, CJ Carr, Kenny Minchey, c'était la bataille quand même. Puis là, oui, on peut parler quand même de notre merveilleux Steve Angeli, mais Steve Angeli, c'est lui qui a débuté quand même comme premier quarterback. Euh,
Steve Angeli nous a fait ce que je reproche un petit peu du Steve Angeli, c'est-à-dire que quand c'est des petites choses simples, comme des petites passes de 5-6 verges peut-être au wide receiver qui coupe à l'intérieur, il est dans son élément lorsqu'on fait ce genre de choses-là, mais ça a été laborieux. Le reste, parce que malheureusement, Angeli n'est pas constant. C'était son principal défi, c'est-à-dire que des fois, il peut nous faire des jeux extraordinaires, une belle passe parfaite, mais soudainement, quand des petits jeux simples, on ne sait pas pourquoi le mécanisme n'est pas là, il est plus long un petit peu à partir. Je tasse Angeli, puisqu'il n'est plus là, il a transféré. Alors, allons-y dans le vif du sujet. On a CJ Carr. CJ Carr, comme quarterback, la comparaison, et là, ce qu'on entend, je vous ne parle pas nécessairement du talent parce qu'on n'est pas rendu là, mais son style de jeu, c'est Joe Burrow. C'est la comparaison qui revient le plus comme c'est un quarterback qui se place dans la pochette protectrice, qui regarde les jeux, qui n'a pas peur de faire des longs jeux risqués, mais qui va également faire confiance à ses wide receivers pour battre l'adversaire, même en couverture rapprochée, pour qu'ils puissent les battre physiquement pour aller chercher le ballon. C'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'on a vu des longues passes de 40 yards de CJ Carr spectaculaires, dignes d'un joueur de troisième et de quatrième année, un vrai commandant ou un général derrière sa ligne offensive à réaliser des jeux. Je me rappelle notamment Kevin Bowman qui a capté une passe de 40 yards notamment, qui a été exceptionnelle. Il y a 2 longues passes de 40 yards qu'il a complétées. Le défi avec CJ, c'est que des fois, il prend trop de chances, il prend trop de risques. Fait que des fois, il va nous faire souffrir durant la saison. C'est-à-dire que son interception n'aurait jamais dû avoir lieu. N'a pas vu la couverture, il s'est dit, je fais confiance. Il joue avec le feu à l'occasion. Fait que là-dessus, je le comprends. Cette année, c'est certain, je pense, s'il est titulaire, il balancera 10 interceptions sur la saison, au C'est moins. sûr. Je pense Sûr, sûr. que c'est sûr. Après, c'est le prix, c'est peut-être le prix pour aller encore plus haut. Je sais pas. Mais sa grande force, c'est qu'il est capable de faire les bonnes lectures et de deviner quand lancer et à qui faire confiance. Kenny Minchey est le plus athlétique des deux. Kenny Minchey est rapide, même si Kenny Minchey, il faut se calmer un peu. Là. Au niveau high school, ce n'était pas un quarterback qui courait généralement au sol puis qui pouvait gagner des parties avec une attaque au sol. On a vu ça lors des 2 derniers duels de Blue and Gold Game où il court beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'il court plus en mode survie qu'en mode efficacité. C'est-à-dire que souvent pris à ne pas trouver nécessairement ses receveurs, qu'il C'est cherche un à Ian créer Book. du mouvement. Exactement. Le même principe qu'un Ian Book. Ce qui n'est pas mauvais, parce que je vous annonce qu'un CJ Carr se serait fait détruire. Christian, c'est mon joueur préféré, Ian Book. Donc, dis pas Mais de quoi. Le podcast a commencé aujourd'hui, il peut aussi se terminer aujourd'hui. Mais c'est correct, c'est correct. Mais l'exemple est là, c'est-à-dire que oui, il va créer des jeux que CJ Carr ne pourra pas faire par son déplacement, par ses actions, beaucoup sur les côtés. Il bouge énormément, fait des courses efficaces, mais j'ai toujours l'impression qu'il était à un plaqué de se faire tuer sur le terrain parce ce n'est pas le physique de Riley Leonard là, lorsqu'il court, mais il est très rapide. Ceci étant dit, ben, il n'a pas connu. Il a quelques bons jeux qu'il a fait, mais beaucoup de passes incomplètes, beaucoup de mauvaises lectures. Sa première passe voit complètement. On dirait qu'il a vu un fantôme. Le ballon est parti, il n'y avait aucun joueur là, il est tombé à terre. Fait que clairement, ça a été une victoire de CJ Carr dans ce match de Blue and Gold. Est-ce que je lui donne les clés? Écoutez, on ne peut pas se baser juste sur un match pré-saison ou un match Ouais, et de puis, pratique. enfin, c'est le jeu du college football, hein. Il faut bien lancer un quarterback à un moment, à moins tous les ans de partir sur le portail des transferts et de prendre un gars qui a lancé plus de 100 touchdowns en carrière, comme c'était le cas avec Sam Hartman, par exemple. C'est le jeu. Ça a Voilà. double tranchant, c'est à la fois tragique et magnifique, mais on sera peut-être encore plus fiers de voir une équipe de Notre-Dame gagner avec un quarterback de Notre-Dame qui s'est investi pour Notre-Dame et ce, très 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 tôt. Est-ce que vous avez d'autres joueurs, peut-être à commencer par Léo, qui t'ont marqué? Il y a Elijah Burress, le receveur, true freshman, qui a l'air pas mal. Est-ce que tu as d'autres noms? Moi, je Mais t'avoue pas trop. ben, est-ce qu'il a été bon ou c'est simplement qu'il manquait tellement de receveurs, Malachi Field n'était pas là, qu'il a vu du terrain. Mais il a bien joué. Mais je te laisse parler, Léo. Mais je pense qu'il a plus profité des occasions d'avoir du terrain. De là à dire qu'on va le voir cette année, j'en suis pas convaincu. Ouais, c'est un peu finalement ce match de printemps, on voit quand même beaucoup de joueurs qu'on risque de finalement pas voir pendant la saison, notamment avec les blessures. Euh, je pense que c'était
finalement, c'était une bonne première expérience pour CJ Carr et pour toute l'équipe. Enfin, ça lui a permis de se mettre en condition de vivre un match à Notre-Dame Stadium et de pouvoir se mettre en condition. Et maintenant, le vrai test pour Notre-Dame, ça sera en week 0 ou week 1 face à Miami, qui sera un très gros test face à une grosse équipe. Avec un quarterback d'expérience pour le coup, Carson Beck, qui les a rejoints. Et donc, on aura, je pense, un gros duel et ça va être ça le vrai test pour Notre-Dame pour savoir finalement qu'est-ce que cette équipe va être capable de faire cette saison. Oui. Puis si je complète la parenthèse sur la Blue and Gold Game, Carson Hobbs, cornerback, a connu un excellent match également en couverture. Beaucoup je pense que c'est 5 passes qu'il a fait dévier avant la réception du receveur. Moi, ça me rassure parce que des fois, la saison dernière, Christian Gray, les hauts et les bas de Christian Gray font en sorte Là, que ça me plaît de savoir qu'il y a de la relève en arrière. Christian Gray, ça a quand même été le joueur tous les extrêmes, hein. Des hauts énormes, Texas A&M et Penn State. Enfin, sur les deux matchs, c'est lui qui met fin à la rencontre et qui scelle la victoire, mais aussi à d'autres moments où ça a été très compliqué. Ouais, c'est un joueur qui ne laisse pas indifférent. Et c'est vrai que Carson Hobbs, voilà, ça vient encore ajouter de la profondeur. Et je serais pas étonné que lui arrive à aller chercher une place de titulaire. Pourquoi pas? Oui, ben Pourquoi pas? absolument. À Puis côté de même Leonard chose. Moore. Puis même chose parmi les Ben Minnick, qui a connu un excellent match aussi. C'est des noms qui sont ressortis dans le match de printemps. C'est la défense, mais c'est normal que la défense ressorte un petit peu plus au printemps. C'est toujours le Puis, cas. puis à l'automne, pareil. Généralement, les premières semaines, on va parler plus de la défense. Et là, oups, soudainement, l'attaque va lever son jeu d'un cran et on va voir des bonnes choses arriver également. Mais oui, effectivement, il y a eu des noms comme ça qui ont bien performé, mais il faut comprendre qu'il y avait beaucoup d'absents, à commencer par les receveurs de passe, où il y avait des blessures. On a parlé de Malachi Field. Will Pauling est arrivé, mais ce qu'on a dit, il est à peu près à 50%. C'est pour ça qu'au niveau de sa vitesse, il a été blessé la saison dernière, alors il n'était pas à 100% sur le terrain. Parmi les autres joueurs qui n'étaient pas là, ben, malheureusement, beaucoup de freshmen en devenir qu'on aurait été curieux de voir n'étaient pas présents aussi. Et il y avait la crosse aussi qui se jouait au même moment. Donc, Jordan Faison n'était pas présent également parmi les receveurs. Alors, il n'y avait pas beaucoup de munitions pour les quarterbacks. Fait que des fois, on voyait des joueurs qu'on sait qu'on ne reverra pas, là, des noms qu'on a déjà vus dans le passé, dans le Senior Day, où ce qu'on voit des joueurs arriver. Il y avait quelques joueurs suspects sur le terrain qu'on voit régulièrement plus dans les unités spéciales peut-être que sur l'attaque ou sur la défense. Je vous propose qu'on termine avec deux sujets d'actualité. À commencer par une nouvelle série, voilà, qui s'inscrit dans la volonté en fait de Notre-Dame de créer des calendriers plus compétitifs pour pouvoir faire face à la Big Ten et la SEC, dans l'optique évidemment de ces fameux playoffs à 12 qui passeront certainement à 16 d'ici peu, parce que Notre-Dame affrontera Clemson entre 2027 et 2028 tous les ans, une série de 12 matchs. Nouvelle que j'accueille avec beaucoup de plaisir parce que mine de rien, on a quand même eu des beaux matchs face à Clemson ces dernières années, à commencer quand on les a battus en prolongation avec DJ Ugalele, quand on leur met aussi une branlée à domicile avec l'interception, le pick six de Benjamin Morrison, la défaite forcément en demi-finale en 2018 et la défaite en finale de conférence en 2020. Voilà, c'est une équipe avec qui on a croisé le fer beaucoup récemment. Et les affronter, c'est dans la suite logique des choses pour Notre-Dame et aussi pour l'ACC qui a tout intérêt à mettre Notre-Dame dans son escarcelle pour donner de la valeur à ces matchs. Et ça, je pense que c'est très bien pour nous. Sachez aussi qu'on affrontera plus souvent Florida State et Miami, toujours dans cette même logique, voilà, de créer des grosses rencontres pour l'ACC qui pâtit, et je le regrette et je le déplore, de la forme, de la surdomination de la Big Ten et de la SEC. Je pense pas qu'on ait de choses à dire sur ça. Là, peut-être je vous attends sur le prochain sujet. Non, C'est mais les peut-être ce que je risques. veux rajouter, ce que Allez, j'aime je t'en le prie, moins Christian. peut-être de cette nouvelle-là,
c'est que moi, j'aurais aimé que ça compte dans les 5 duels contre le ACC. Et Le là, ce qui a SEC, été ouais. défini, ça ne comptera pas. C'est-à-dire que Notre-Dame devrait jouer 5 autres matchs contre le ACC. Moi, j'aimais beaucoup l'idée, comme tu viens de le dire, que Miami, Florida State, qu'on maximise un peu ces duels là pour le moment, mais ce qu'on peut deviner, c'est qu'il reste 2 ans de négociation. C'est possible aussi qu'on finisse par s'entendre que ce duel-là va compter. La triste nouvelle, c'est que c'est un duel qui a été signé pour éventuellement remplacer le duel de Notre-Dame-USC. C'est dans les cartons présentement que USC veut se sauver. Je veux utiliser le terme se sauver parce que ce n'est pas la décision de Notre-Dame, veut se sauver de ce classique qui remonte quand même à 1926, où est-ce que Notre-Dame affronte USC à chaque année. Mais si je termine avec Clemson, c'est une bonne nouvelle. Je pense que chaque puissance que Notre-Dame peut avoir sur son calendrier pour clore peut-être le bec de ces pseudo-journalistes qui nous disent que Notre-Dame n'affronte personne, bien là, Clemson, si on regarde un peu le top 25 d'avant-saison est classé 4e. C'est quand même une grosse équipe. Même si on ne les joue pas cette année, c'est une puissance année après année. Ils ont gagné quand même 2 championnats nationaux pardon, dans les dernières années. C'est une bonne nouvelle. Ouais, et puis c'est aussi la première, pour moi, premier statement de l'ère Marcus Freeman avec la victoire, justement, avec sur le pick 6 de Benjamin Morrison. Mais pour en revenir à USC à la série avec USC qui se rapprocherait, enfin qui pourrait potentiellement s'arrêter, comme tu l'as dit, une série centenaire, c'est une des plus grosses, pardon, rivalité de l'histoire du college football. Je pense qu'on la classe, elle est classée dans le top 3 et pas forcément troisième. Euh, et, euh, et donc, ouais, il me semble, justement, avec les calendriers de la Big Ten, USC, en fait, aimerait se retirer. Parce qu'au final, eux, ils ont pas d'intérêt pour leur classement à jouer Notre-Dame. Ce qui En s'entend plus, totalement, ouais. ouais, ce qui Ah, t'entend. c'est quoi, on peut se permettre d'être un peu méchant. C'est Il du perd chaque Lincoln année, c'est une Riley. défaite. Non, non, mais c'est du Lincoln Riley tout craché. Il avait fait la même chose avec Oklahoma d'affaiblir le calendrier. C'est des stratégies un peu comme, je veux rien enlever à notre bon vieux Brian Kelly, mais Brian Kelly aussi avait diminué le calendrier de Notre-Dame lorsqu'il est arrivé. Des Tulsa puis des équipes comme Connecticut, on n'affrontait pas ça là, à une certaine époque. Et là, Lincoln Riley, ben, je crois que la mission de Lincoln Riley, il n'a pas compris que si tu veux gagner un championnat national, ben, tu dois battre les meilleures équipes. Je pense que lui, son objectif, c'est d'être parmi les meilleures équipes du Big Ten. Alors, le but, c'est d'affaiblir un petit peu le calendrier. Écoutez, USC Notre-Dame, est-ce que vous connaissez l'anecdote un petit peu derrière cette rivalité-là? D'où ça vient? Ça remonte à loin 1926, mais qu'est-ce qui fait qu'une équipe de l'Indiana, puis tu l'as bien dit, Léo, c'est la plus grande rivalité interconférence du collège. Il n'y en a pas d'autres. Le reste, dans le Big Ten, on a nos rivalités, dans le SEC aussi. Mais pourquoi? Puis il y a 2 histoires qui circulent, à savoir laquelle est la vraie. Une des anecdotes comme quoi c'est l'épouse de Ruth Rockney à l'époque d'un match qui s'était joué entre Notre-Dame et Nebraska. À la fin du match, il semble-t-il qu'on avait mandaté le coaching staff de USC de se présenter pour observer et les épouses étaient là et l'épouse de Newt Rockney ainsi que celle de l'entraîneur de l'époque de USC avaient discuté et on avait convenu que pour finir une saison, ben, c'était beaucoup plus intéressant d'aller jouer à Los Angeles une fois aux 2 ans que d'aller jouer au Nebraska, en plein Midwest américain. Et à cette époque-là, rappelez-vous que le Big Ten ne portait pas le nom du Big Ten, mais on snobait Notre-Dame. On ne voulait pas affronter Notre-Dame. C'était une école qui était mal perçue. Alors donc, toutes les grandes puissances du Big West des États-Unis, ben, les Michigan de ce monde, ne voulaient pas venir jouer. C'est pour ça que Nebraska, à l'époque, était dans une autre conférence, n'était pas dans le Big Ten. Et ça, c'est la version numéro 1. La version numéro 2, ben, c'est suite au Rose Bowl. Je pense que, si je ne me trompe pas, en 1924, qu'il y avait eu une discussion puisqu'ils s'étaient affrontés là et on cherchait à amener un petit peu de prestige. Parce que pensez-y, à l'époque, on se déplaçait en train de Los Angeles à South Bend pour jouer ces duels. C'était loin, là. C'était un long, long, long trajet, mais Notre-Dame voulait augmenter sa visibilité nationale et les 2 équipes se sont entendues là-dessus et il y a de la haine, il y a beaucoup d'histoires dans ce passé-là. Et tout ça pour dire que de voir USC qui nous arrive avec comme ça, là, un coup de baguette magique pour les mêmes raisons
qu'ils ont quitté le Pac-10 ou le Pac-12, se joindre au Big Ten pour des raisons d'argent, des raisons nébuleuses un peu de mettre fin à des séries comme celle-là. Ben, je trouve ça tellement déplorable. Il faut comprendre que le Big Ten est diffusé à Fox et une année sur deux, il ne touche pas l'argent du duel puisque c'est NBC qui le présente. Fait que c'est des batailles de télédiffuseurs accompagnées d'ego de coach. Fait que c'est très déplorable de voir ce comportement-là. On souhaite une fin heureuse, Oui. mais, Non, mais mais de, Christian, tu veux dire que les télédiffuseurs, les chaînes télé n'agissent pas dans l'intérêt du sport? ben, ce que je veux dire, c'est que là, on Je pense tombe, revenus. je tombe des nues. Non, mais je comprends la réalité, mais si tu fais 50% de la cagnotte, c'est quand même bien. Une année sur deux, Fox ramasse quand même la cagnotte, ce qui est très intéressant. Mais eux, ce qu'ils se disent, ben, si j'ai 9 matchs de Big Ten qui se jouent, bien, je vais chercher des revenus additionnels avec des duels un peu plus intéressants. Ben, pas intéressant pour le téléspectateur parce que vous ne me vendrez pas l'idée qu'un beau match entre Minnesota et USC est plus intéressant qu'un Notre-Dame à USC. En tant que téléspectateur, je ne crois pas que les partisans de Los Angeles le souhaitent, mais Lincoln Riley et compagnie poussent en ce sens-là. Et de plus en plus, on pense que les conférences pourraient se diriger vers 9 matchs de conférences et c'est ce qui pourrait tuer un peu ces rivalités interconférences. Et j'ai peur, si le ACC fait la même chose, qu'on puisse voir le même phénomène entre le SEC et le ACC. Pensons au duel Florida State, South Carolina avec Clemson, Louisville, Kentucky, qui sont des duels dans le même état. Mais si on tombe à 9 matchs dans une conférence, on va peut-être vouloir faire des duels plus faciles pour les autres matchs de la saison. Je propose que nous nous quittions sur cette dernière parenthèse historique que je connaissais pour la première anecdote, mais pas la seconde, notamment avec le train. J'ignorais totalement, mais à vrai dire, ça aurait été anachronique. Donc, tu as totalement raison. Ils y allaient à Los Angeles en train. Voilà, c'était le premier épisode d'une longue série consacrée à Notre-Dame. Nous nous reverrons bientôt, je pense, parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Nous devons vous présenter l'effectif, vous présenter le calendrier et les futurs matchs euh, en 2025. Restez aux aguets. Et bien sûr, suivez le podcast. Abonnez-vous à The Trick Play. The Trick Play, qu'on remercie d'avoir accepté d'héberger ce podcast. Et on vous dit à très très bientôt pour un prochain épisode. Go Irish! Allez Go bien. Irish.